Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Spatialiste. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'exploration habitée vers la Lune, parce que si les missions Apollo sont maintenant vieilles de 50 ans et plus, nous allons bientôt y retourner. Comment, pourquoi? Pour vous raconter tous les détails de ce retour des humains sur notre satellite naturel, j'ai invité Philippe Hénarejos. Bonjour Philippe. Bonjour. Philippe, est-ce que tu peux te présenter? Je suis journaliste, je suis rédacteur en chef du magazine Ciel et Espace, qui est un bimestriel papier, mais qui est aussi un site web d'information quotidienne sur le ciel, l'astronomie donc, et l'espace. J'ai écrit un livre en 2018 qui s'appelle « Ils ont marché sur la Lune » et qui raconte les explorations des astronautes d'Apollo sur la Lune, en me focalisant essentiellement sur ce qu'ils ont fait sur la Lune. En fait, en gros, du moment où ils ont posé le pied jusqu'au moment où ils ont remonté l'échelle pour repartir. Ça fait très longtemps qu'on est parti de la Lune, puisque la dernière mission habitée, Apollo 17, c'était en 1972. Donc ça fait exactement 50 ans cette année qu'on n'a plus de mission lunaire habitée. Alors pourquoi selon toi ? Quand le programme Apollo a été réalisé, dès juillet 1969, quand Armstrong et Aldrin ont marché sur la Lune, l'objectif était atteint. Et cet objectif, il faut bien avoir en mémoire que c'était un objectif surtout politique au départ. Il fallait battre les Russes, qui avaient été les premiers à envoyer un satellite artificiel autour de la Terre en 1957, qui avaient été les premiers à envoyer un humain dans l'espace en 1961, qui avaient été les premiers en 1965 à faire sortir un humain dans l'espace avec un scaphandre, c'était Alexei Leonov. La suprématie russe à l'époque était insupportable aux Américains et le président américain Kennedy a montré du doigt la Lune en disant ça c'est un objectif prestigieux. To go to the moon in this decade and do the other thing, not because they are easy, but because they are hard. Une fois que les Américains ont marché sur la Lune, le public et les politiques s'en sont quand même globalement détournés très vite. Le programme Apollo s'est fait au prix d'un véritable effort de guerre pour l'économie américaine. C'était un pourcentage non négligeable du PIB qui a été investi à l'époque. Je crois qu'on parle de l'ordre de 3%, ce qui est énorme. C'est dommage parce qu'un effort comme ça, technologique, on pouvait bâtir quelque chose d'autre dessus. Il y avait d'ailleurs dans la NASA des programmes de développement de la technologie Apollo pour voir si on pouvait faire des modules lunaires qui auraient été des habitats ou des supports vie pour faire des embryons de base. Ce dont on est en train de parler actuellement, mais on repart de zéro. Et du coup, pourquoi on décide d'y retourner 50 ans plus tard ? Un peu pour les mêmes raisons en fait. C'est comme si on tirait guère de leçons de l'histoire finalement. La Chine vise la Lune, la Chine dit nous on ne fait pas la course, on le fera, c'est tout. Les États-Unis, tout comme à l'époque ils ne supportaient pas la domination soviétique, ils commencent à ne pas supporter la domination chinoise qui se dessine. La Chine, qui est une puissance incroyable, leur maîtrise technologique pour envoyer des sondes se poser sur la Lune avec un petit rover, une sonde qui ramasse des échantillons, qui le ramène, tout ça se pose en automatique avec une intelligence artificielle qui se dit tiens, qui fait comme Armstrong, qui dit tiens là il y a des cailloux, je vais me décaler un peu pour me poser à l'endroit où c'est plus plat, qui réalisent des premières parce que ça contribue à leur prestige national. Alors pour envoyer des humains sur la Lune, il faut plusieurs choses. Il faut une très grosse fusée qu'on appelle un lanceur lourd. Il faut également un vaisseau spatial qui accueille des astronautes. Il faut se poser, il faut rester sur place évidemment quelques jours et ensuite il faut repartir. Est-ce que tu peux nous faire un point sur ce qui est prévu ? C'est à peu près connu, bien que ça soit complexe par rapport à Apollo. Là, l'idée c'est de s'installer et de faire une base. Aux États-Unis, il y a un nouveau programme qui s'appelle Artemis et qui vise à envoyer des humains sur la Lune, dont la première femme. Tout ça nous est annoncé pour 2025 aujourd'hui. Bon, je suis prêt à parier qu'il y aura quelques délais. Alors évidemment, il y a une grosse fusée qui est nécessaire. La fusée géante SLS, elle existe, elle est pas loin du pas de tir maintenant. Pour envoyer un vaisseau qui s'appelle plus Apollo, mais qui s'appelle Orion, qui est une capsule type Apollo, mais un peu plus grande, qui pourra accueillir 4 personnes au lieu de 3 à l'époque.
qui sert donc à faire le voyage entre la Terre et la Lune, et l'inverse, de la Lune à la Terre. Mais ce vaisseau-là n'est pas prévu pour se poser sur la Lune. Donc ça, c'est le module de service, et c'est l'origine du délai, c'est que le module lunaire, il n'est pas prêt. Il y a une architecture compliquée. En plus, c'est que comme on veut faire de la science et s'installer durablement sur la Lune et autour de la Lune, entre-temps, il y a un autre élément qui est arrivé qui s'appelle la Gateway. C'est une station spatiale qui a vocation à aller juste autour de la Lune. Elle serait plus petite que la Station spatiale internationale, mais il va falloir l'assembler, cette station, pour que des astronautes aillent faire des séjours pendant que d'autres seront à la surface de la Lune. Alors au départ, ça a été imaginé comme un relais où on vient s'amarrer à cette station. Ça sera sans doute le cas dans un deuxième temps, mais pour la première mission où les astronautes américains doivent se poser sur la Lune, qui est prévue normalement pour Artemis 3, la Gateway ne sera pas faite. Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que la NASA a passé un contrat avec la société privée SpaceX qui a dit moi j'ai un truc qui peut bien faire l'affaire, ça s'appelle le Starship. C'est une espèce de fusée de Tintin très argentée et très jolie qui fait 50 mètres de haut, 9 mètres de large et qui peut potentiellement servir à se poser sur la Lune exactement comme la fusée de Tintin sur ses ailerons. Un petit peu comme les boosters des fusées SpaceX qui reviennent sur Terre et donc j'imagine qu'ils vont reproduire cette technologie pour réussir la même chose sur la Lune en gros. Sauf que pour l'instant, les essais du Starship, ça reste préliminaire. De ce qu'on voit aujourd'hui, je ne sais pas si à l'intérieur il y a un vaisseau étanche, capable d'accueillir des astronautes en toute sécurité, avec tous les supports vie, etc. Il est prévu de faire des essais à vide, c'est-à-dire de faire poser le Starship sur la Lune sans personne à bord, pour voir si ça fonctionne, etc. Pour la date de 2025, on est déjà, on va dire, en 2022 et demi, ça va faire court. Mais on voit que côté NASA, c'est en train de bouger parce que la NASA demande une rallonge budgétaire pour le module lunaire de manière à mettre en concurrence SpaceX avec quelqu'un d'autre pour avoir un backup. Il est probable que c'est plutôt une solution de secours pour dès 2025. Alors cette solution de secours, ce serait celle proposée par Blue Origin, la société de Jeff Bezos ? Effectivement, Jeff Bezos avait fondé, il y a maintenant, c'était en 2017, il avait annoncé la formation d'une National Team avec 3 autres entreprises privées pour fabriquer un module lunaire. C'était un module lunaire d'Apollo, mais survitaminé, qui s'appelait le Blue Moon. Mais il y a eu l'appel d'offres, ils n'ont pas rempli les requêtes de la NASA et donc ils ont été éliminés. Mais il n'empêche que si on étudie sur le papier cette histoire de Blue Moon, ça a l'air quand même plus facile à faire que le Starship. Mais du coup, c'est quoi le calendrier pour le programme Artemis ? À quoi vont servir les missions successives ? Artemis 1, on envoie la capsule Orion autour de la Lune, faire le tour de la Lune comme une mission circumlunaire et revenir sur Terre. Tout ça sans équipage. Artemis 2, c'est la même chose, mais avec un équipage de 4 personnes, dont on sait déjà qu'il y aura un ou une canadienne. On ne connaît pas encore la composition de l'équipage, ça devrait peut-être être donné d'ici la fin de l'année 2022. Et la mission suivante, c'est Artemis 3. Et Artemis 3, normalement, 2 Américains doivent se poser sur la Lune. Et là, on a beau le tourner comme on veut, avec cette histoire de module lunaire qui n'est pas prêt, je ne serais pas surpris que ça se mute en une mission d'assemblage de la Gateway, par exemple. Tu as parlé d'astronautes canadiens donc, qui seraient dans Artemis 2. Est-ce qu'on sait s'il y aura une place pour un Européen ou une Européenne dans une mission Artemis 3, voire 4, 5, 6 ? Il y a déjà 3 places d'astronautes européens prévues dans les accords entre l'Agence spatiale européenne et la NASA dans le cadre du programme Artemis. Et c'est des places pour aller dans la Gateway. C'est compliqué dans le spatial parce que c'est au titre de la collaboration européenne à la Station spatiale internationale. C'est bizarre, mais ce que nous fournissons l'Europe pour Artemis, c'est notre contribution à l'occupation de l'ISS. Mais aussi, l'Europe essaie d'en avoir plus. Par exemple, fournir un module lunaire, mais inhabité, qui serait capable de poser 1,5 tonne de fret à la surface de la Lune, puisque si on veut faire une base, il va bien falloir amener des bagages, et qui permettra éventuellement à ce moment-là d'avoir des places sur la Lune.
Alors je sais que Samantha Cristoforetti a appris le chinois, elle le parle d'ailleurs très très bien. Est-ce que c'est dans l'optique d'un vol d'une Européenne vers la Lune avec les Chinois ? La position des Chinois, elle est singulière parce que les États-Unis interdisent toute relation spatiale avec les Chinois. C'est d'ailleurs pour ça que les Chinois ne sont pas à bord de l'ISS. La position de l'Europe et celle de la France, historiquement, y ressemblent beaucoup. C'est à l'époque où les Américains ne parlaient pas aux Russes, ou très peu. Nous, on volait dessus. Ça va faire 40 ans que Jean-Loup Chrétien a fait le premier vol à bord de Soyouz. Donc on est dans une position légèrement excentrée par rapport à cette bipolarité, on va dire, politique. Il y a déjà des collaborations sur le plan scientifique dans le spatial entre la Chine et l'Europe. Il y a des expériences, par exemple, hollandaises et allemandes qui sont sur les sondes lunaires Chang'e 4, je crois. Et la Chine appelle de tous ses voeux ces collaborations. Revenons du côté des Européens. L'Agence spatiale européenne a lancé un recrutement d'astronautes. Est-ce que tu penses que cette nouvelle génération d'astronautes sera destinée principalement à la Lune ou est-ce qu'il y aura encore du travail dans les stations spatiales ? Il y aura les deux. Je pense que la station spatiale, si elle est exploitée jusqu'en 2030, ce qui est prévu, au-delà de 2031, c'est la désorbitation qui est prévue. Il est probable que les nouveaux astronautes vont faire leur classe par un vol orbital autour de la Terre, vraisemblablement dans l'ISS. Mais c'est sûr que, vu leur âge qui va être forcément un peu plus jeune que la classe actuelle, ils ont plus de chances d'aller sur la Lune si jamais il y a des accords qui se font pérennes avec le programme Artemis, si tout ça va à son terme et si tout ça ne prend pas trop de retard non plus. Il faut encore que le recrutement se termine, qu'ils soient formés, qu'il y ait des missions qui s'ouvrent. Ça va prendre quelques années encore, donc c'est pas parce qu'ils seront recrutés en septembre, par exemple, qu'en octobre ils seront dans l'espace. Non, voilà, ça prend du temps de former des astronautes, mais c'est sûr que dans leur formation, il risque d'y avoir un peu plus de géologie. Ils vont être amenés à aller sur un autre corps céleste et à faire de la géologie sur un terrain extraterrestre. C'est sûr que les agences spatiales nationales vont davantage se tourner vers la Lune, ce sera ça le grand projet, notamment s'il y a une base là-bas, il va falloir l'occuper. Pourquoi va-t-on dans l'espace ? Pour quelles raisons c'est important ? Faire du spatial et du spatial habité, pour des nations ou pour un ensemble de nations ou pour une nation toute seule, ça montre aux autres qu'on fait partie des grands en fait. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est ça qui est dommage. Je pense que ça serait quand même intéressant qu'il y ait une sorte d'éducation dans le public pour leur faire comprendre que la science, c'est intéressant, c'est passionnant, c'est une conquête entre guillemets où il n'y a personne à vaincre. Donc c'est ça l'exploration. Ça serait quand même bien, dans l'histoire de l'humanité, qu'on en arrive enfin à cette maturité qui consiste peut-être à continuer à aller explorer de nouveaux territoires, à aller les occuper, pourquoi pas, mais que ce soit au détriment de personne et dans l'intérêt de tous. Merci beaucoup Philippe pour ce point sur les futures missions lunaires. On attend le premier vol inaugural du SLS avec la capsule Orion à l'été 2022 normalement et j'ai hâte de voir ce retour sur le sol lunaire. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager autour de vous si elle vous a plu et moi je vous dis à très bientôt.